Bonjour à tous et bienvenue sur le forum Projet de réseau, projet pédagogique. Avant de donner la parole à nos 6 témoins venus nous présenter leurs travaux au sein de leur réseau, je souhaite apporter quelques éléments de contexte et d'organisation. À la rentrée 2017, l'Académie d'Aix-Marseille a substitué les bassins de formation qui existent dans toutes les académies au réseau école-établissement que l'on appelle réseau académique. Ces réseaux ont été dessinés en suivant la logique du parcours de l'élève de la maternelle à l'enseignement supérieur. Dans cette logique de parcours de l'élève, certains réseaux dépassent les frontières départementales. Ces réseaux académiques font le double pari de la collaboration intercatégorielle et du travail en interdegré, faire travailler ensemble tous les acteurs du système éducatif, chacun dans le champ de ses compétences, au service de la réussite des élèves. Tous ces acteurs sont fédérés autour d'un projet de réseau construit collectivement à partir d'un diagnostic de territoire. Ce diagnostic met en lumière les points forts et les besoins du réseau académique et permet de dégager les axes prioritaires de travail. Ces réseaux comportent 2 instances, un conseil pédagogique et un directoire. Ces 2 instances n'ont aucun lien hiérarchique entre elles, mais elles sont complémentaires l'une de l'autre. Le directoire, composé essentiellement de chefs d'établissement, d'inspecteurs et de directeurs d'école, priorise les actions. Le conseil pédagogique, véritable moteur du réseau, même si évidemment les chefs d'établissement, les inspecteurs, les directeurs d'école y participent, ce sont essentiellement les enseignants qui échangent entre eux autour de pratiques pédagogiques et de thématiques pédagogiques qui leur sont communes. Les 6 témoins qui prendront successivement la parole vont vous exposer leur expérience au sein de leur réseau, leur projet de réseau et leur déclinaison jusque dans la classe. Nous allons commencer par le témoignage du réseau Les Écrins, réseau frontalier de l'Italie et qui développe un bilinguisme de l'école jusqu'au lycée pour accroître les possibilités de poursuite d'études et d'insertion professionnelle de leurs élèves. Nous poursuivrons avec le réseau Étoile qui va nous exposer comment la recherche répond aux besoins du projet de réseau. Nous terminerons par un témoignage qui nous montrera comment la dynamique de l'éducation prioritaire nourrit les projets de réseau académique avec la mise en œuvre d'échanges des équipes pédagogiques de l'école au lycée autour des tests de fluence avec les réseaux Madrag et les réseaux Vieux-Port. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole au réseau Les Écrins. Je vais les laisser se présenter. À la suite de ce premier témoignage, je prendrai les questions via le chat que vous aurez posé. Si toutes les questions ne trouvent pas de réponse aujourd'hui, nous aurons la possibilité d'y répondre lorsque l'ensemble de la journée académique de la pédagogie sera transposé sur notre site académique. Voilà, je laisse la parole au réseau Les Écrins. Madame Grieux. Bonjour, je suis Nathalie Grieux, conseillère pédagogique départementale en langue vivante, donc sur le département des Hautes-Alpes. Et Jean-Claude Juvigny, principal du collège Vauban à Briançon, bien sûr dans les Hautes-Alpes. Alors ce projet, on va le faire en 2 parties. Prima di tutte, buongiorno a tutte e a tutti. Stiamo lavorando a un progetto di apertura internazionale chiamato ALPI, per apprendimento delle lingue per immersione, che ha il progetto Lang for Kids. Stiamo sviluppando l'etiquettato scolaire, abbiamo aperta 2 scuole Emile. Donc, si je repasse en français, vous avez bien compris que c'est un projet franco-italien. Et pourquoi ce projet de réseau? C'est un projet donc lié à l'ouverture internationale avec l'Italie, puisque nous en sommes frontaliers. C'est la reconnaissance des interdépendances historiques, économiques et culturelles, ce qui lie nos 2 territoires, alpins et ruraux, le Briançonnais et le Piémontais. C'est le système scolaire territorial. Pour le système scolaire territorial, c'est une question de survie, parce que dans les Hautes-Alpes, nous avons une déliquescence de notre système scolaire, une perte des écoliers, des étudiants, et que donc c'est une question vraiment de survie pour nous. Si nous ne développons pas au niveau local quelque chose qui contribue
à faire le dynamisme de notre territoire, nous allons disparaître. Et pourtant, le territoire des Hautes-Alpes, c'est un territoire avec une démographie positive, mais qui accueille énormément de retraités et de résidences secondaires. Ce qui veut dire qu'à terme, si nous ne continuons pas à progresser dans notre offre de formation, nous allons lentement disparaître. On peut imaginer que dans quelque temps, Briançon, qui est la sous-préfecture des Alpes, qui a pour l'instant 2 collèges, un lycée, ne sera plus qu'avec un collège dans une dizaine d'années, et donc se posera la question du lycée. Donc c'est véritablement comment, au niveau local, sauver la dynamique du système éducatif, maintenir les postes d'enseignants et continuer à progresser. Et donc tout cela nous a amené à une réflexion au sein du réseau pour maintenir notre dynamisme et dire à toutes les familles qui pourraient s'installer, parce que le travail est compliqué dans cette région-là, qu'on assurait la réussite des enfants de la maternelle au lycée et qu'après le lycée, les élèves étaient préparés pour le supérieur. Et donc, ce rapport-là est fondamental pour nous. Bien sûr, cette question de survie, elle est liée au dynamisme intrinsèque de l'école. L'école ne fait pas tout, mais elle doit être un élément fondamental de dynamisme de ce territoire. Et donc, plutôt que d'attendre que tout se passe, eh bien, on est allé un petit peu au combat et on a essayé de mettre en œuvre ce projet-là. Alors, bien sûr, ce projet, il a été monté avec la DRAIC, et là, je vais laisser Madame Grieux en parler, parce que en représentant du primaire, on travaille complètement de façon interdépendante entre le primaire et le secondaire, sinon ça n'aurait pas lieu d'être. Et donc, ce projet ALPI, qui est fédéré grâce au support de DRAIC, donc je le disais, M. Gargot, M. Chilio, a pu voir le jour et a commencé à porter ses fruits. Madame Grieux, je vous laisse la parole. Merci. Donc, effectivement, pour dynamiser le territoire, nous avons décidé d'implanter un dispositif EMIL. Donc, c'est un enseignement de matière par intégration des langues en langue italienne par rapport à la dynamique du territoire. Donc, dans une école dans un premier temps et une deuxième école a rejoint le projet à cette rentrée 2020. Donc, ce projet nécessite la formation d'enseignants forcément du premier degré pour le mettre en œuvre à l'école élémentaire, mais aussi de penser la continuité et donc de prévoir l'accueil de ces élèves au collège et au lycée plus tard. Donc, afin de contribuer à cette réalisation, à cette dynamique, la DRAREC nous a complètement aidés dans la mise en place d'un projet Erasmus Alpi, donc qui est l'apprentissage linguistique par immersion, qui permet à l'ensemble, à une quarantaine d'enseignants, premier et second degré, de se former linguistiquement en langue italienne, ainsi qu'à des cadres pour prendre l'élève dans sa globalité. Donc, du coup, nous avons ce projet qui va permettre la formation de 40 enseignants au total. Il se déroule sur 2 ans. Donc, une vingtaine d'enseignants est partie déjà cette année se former à Turin. Une vingtaine d'autres partira l'année prochaine. Ce projet comporte 2 volets, donc cette formation linguistique, mais aussi la création d'un réseau d'écoles transfrontalières. En même temps que nous avons développé le projet Alpi, c'est développé par un heureux hasard le projet Langues for Kids en Italie. Les Italiens, au niveau du Piémont, ont réalisé aussi un projet Erasmus qui est complètement miroir avec le projet Alpi que nous avions réalisé nous. Du coup, on s'est dit que ce serait très intéressant de les mettre en relation et de les faire travailler ensemble, ce qui a été réalisé par le biais, dans un premier temps, de formations pédagogiques communes qui se déroulent, bien entendu, vu le contexte actuel, tout en virtuel. Et par un deuxième volet, c'était un volet d'un séminaire de contact virtuel aussi, du coup, qui donc s'est déroulé il y a peu de temps, il y a à peu près un mois, qui a été mise en place grâce à l'USR du Piémont et aussi Canopée 05 qui a largement contribué par l'intermédiaire de mesdames Rampone et Sève et qui a permis aux enseignants italiens et français de se rencontrer virtuellement toujours et de mettre en place des projets
entre leurs écoles. À ce jour, sont nés 5 projets qui sont en cours et qui vont déboucher sur donc des projets communs de mutualisation franco-italien. Voilà. Donc, il est à noter effectivement que ce projet va être développé au plan national aussi pour pouvoir perdurer. Il y a dans l'idée de l'étendre au niveau académique et national, évidemment. Et on espère que ça pourra se continuer longtemps pour pouvoir aider nos professeurs à se former et à continuer à mener au mieux ces projets au sein du réseau premier et second degré. Merci. Alors bien sûr, ce projet, il est centré sur l'italien, et l'italien, c'est un moyen d'accéder à l'ouverture internationale. On ne fait pas de l'italien pour faire que de l'italien, mais pour susciter d'autres vocations. Et actuellement, sur le réseau, sont en train de se développer des projets d'ouverture d'écoles par immersion aussi, en langue anglaise. Et donc, ça dynamise tout à fait le réseau. Et puis, parce que c'est un projet qu'on souhaite ambitieux et mené à terme, on souhaite aussi y associer les affaires étrangères, c'est-à-dire inviter le consul d'Italie, et puis mener une projection parce que nous sommes convaincus que des deux côtés de la frontière, il y a les mêmes problématiques territoriales, c'est-à-dire une lente érosion du public scolaire qui descend vers les grandes villes, comme de notre côté, ça descend sur Gap, puis sur Marseille, de l'autre côté, ça descend sur Oux et sur Turin. Et donc, on a une désertification, et on sait très bien qu'il faut lutter contre ça, parce que tout ce qui se passe actuellement, vous avez peut-être entendu dans les journaux, des maires qui s'angoissent parce que leurs classes disparaissent dans les territoires. Certes, l'éducation nationale ne peut pas tout faire, mais sûrement elle peut contribuer à une dynamique, à une régénération du territoire, et donc il faut qu'on soit partie prenante. Et puis, un petit mot quand même sur la dynamique du projet, c'est que ces projets induisent une dynamique au sein du réseau qui font qu'on va continuer là-dessus, et que, par exemple, on est en train de développer avec les collègues d'Embrun des apports sur la biqualification en langue étrangère, dans les biqualifications sportives, c'est-à-dire les métiers du bois ski, ça c'est une évidence, mais aussi tout ce qui concerne le territoire, qui est un territoire sportif chez nous, lié à la montagne, et donc qui est forcément attractif pour les élèves, puisque, vous l'avez bien compris, pour rechercher les élèves, on ne peut pas les trouver sur place, il faut aller les chercher ailleurs. Et donc, en allant les chercher ailleurs, on va réussir peut-être à développer et à maintenir nos effectifs. Bien entendu, il est possible que, on l'espère tous, dans quelques années, il y ait des écoles et des collèges qui soient binationaux, qui soient posés sur notre frontière, et qu'on accueille enfin des élèves italiens, d'où l'intérêt de ce projet, et des élèves français en même temps. Et puis, comment ça se structurer parce qu'il faut voir au-delà de notre réseau strictement scolaire, puisqu'on n'a plus les moyens, l'éducation nationale, de vivre que sur nous-mêmes, soyons clairs. Il faut, raison pour laquelle je parlais des affaires étrangères juste à l'instant, il faut absolument que les communautés de communes, tout notre environnement économique et politique réfléchissent avec nous sur ce développement-là. Et puis, il y a un projet là qui commence à se faire jour, par exemple, sur les métiers du bois, avec des qualifications au niveau d'ingénieur du bois, qui n'existent pas en France et qui serait, pour le coup, sûrement une école internationale. Donc, il y a plein de choses à faire dans ces territoires, mais il faut le vouloir, il faut l'accompagner. Et pour une fois, l'éducation nationale doit être tout le temps porteuse d'idées. C'est en tout cas notre conviction, et ce qui fait que le territoire des Écrins reste un territoire dynamique et continue à se battre pour assurer les postes de tous les collègues qui sont là et être attractif pour toutes les familles qui souhaitent s'y installer. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je vous remercie. Alors, nous avons une question, mais vous y avez répondu partiellement, mais je vous la pose quand même, puisque c'est une question qui nous arrive du chat. Quels sont les partenariats que vous avez développés pour que l'ouverture vers l'Italie apporte une plus-value aux élèves? Voilà, première question. Alors, nous travaillons essentiellement avec le partenariat éducatif, avec l'univers, alors USR. L'Ufficio Scolastico Regionale di Piemonte. Grazie mille. Et aussi avec le Val d'Aoste, puisque nous avons envoyé des enseignants en mobilité. Nous avons des enseignants qui font des mobilités avec le Val d'Aoste pour les former autant linguistiquement que pédagogiquement. Donc, nous accueillons des enseignants italiens et nous envoyons des enseignants français pour une année enseignée à l'étranger.
Très bien. Alors, deuxième question. Une synergie territoriale, existe-t-il une synergie territoriale sur le parcours de l'enseignement de l'italien? Complètement, puisqu'on était déjà structuré avec des postes fléchés italiens dans le primaire, avec des bilangues en italien en collège, un bac, un ESA-bac, un bac bilingue au lycée d'Embrun. Et donc, on continue et on a voulu aller au-delà, puisque à terme, si tout se passe bien, dans mon établissement, par exemple, quand je vais accueillir les élèves qui seront passés par les écoles Émile, qui seront parfaitement bilingues en sortant de CM2, il va falloir que ma structure accueille ces élèves-là en proposant au moins 2 ou 3 DNL en italien. Et donc, mes enseignants sont en train de se former, y compris ma CPE d'ailleurs, pour qu'on puisse accueillir ces élèves-là. Et donc, il va falloir passer par le dispositif de l'expérimentation du type 401 du Code de l'éducation pour pouvoir proposer des DNL, plusieurs DNL, puisque pour l'instant, on n'en a qu'une par établissement. Mais je suis sûr que monsieur le recteur, il sera favorable, forcément, puisqu'il est là et qu'il ne faut pas dire le contraire. J'en profite. Merci, monsieur le recteur, de votre réponse positive. Merci. Oui, je tiens juste à rajouter que tous les dispositifs que nous mettons en place au niveau du primaire, nous le faisons en étroite collaboration, toujours avec le collège qui est associé. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage et on va passer donc au réseau Étoile et donc avec son partenariat avec les universités. Bonjour, donc notre projet s'intéresse à la mise en relation entre notre projet de réseau au sein du réseau Étoile et au niveau du lien que nous entretenons avec l'université grâce au partenariat que nous avons pu organiser, notamment avec Aix-Marseille Université dans la mise en place du projet empirique. Le réseau Étoile propose une large diversité sociologique, puisqu'il propose une diversité au niveau du public accueilli, mais également une grande diversité au sein des établissements qui le composent, tant dans le premier degré que dans le second degré. Nous avons une palette très large avec des établissements je vous remercie, qui relèvent de l'éducation prioritaire, ainsi que des établissements qui relèvent également des établissements qui sont dans des établissements donc plus dits très favorisés également. Nous nous sommes donc appuyés sur notre diagnostic de réseau en plaçant un prisme qui s'intéresse principalement à l'amélioration des performances des élèves et la réussite des élèves dans les apprentissages fondamentaux. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur les plans de formation de nos établissements respectifs, mais également sur le plan de formation du réseau, qui est construit de manière collaborative avec les corps d'inspection et avec les équipes de chaque établissement, puisque nous avons retenu un principe de subsidiarité pour mettre en place ce projet et le rendre effectif. Nous nous appuyons également sur un conseil pédagogique de réseau qui se réunit plusieurs fois au cours de l'année. Nous avions remarqué que les pratiques existantes entre l'université et le réseau s'appuient sur une démarche qui est, somme toute, institutionnelle et que nous ne dépassions pas cette dynamique. Donc, nous avons tenté de répondre à des attentes du terrain, des attentes exprimées également par les laboratoires de recherche pour permettre une certaine vivacité dans ces échanges, mais également un impact plus marqué dans l'intérêt des élèves, bien entendu, des résultats de la recherche sur le terrain. Ainsi, nous avons profité de la concomitance du projet empirique porté par Jacques Ginestier pour permettre de développer ce groupe de travail et de le mettre en œuvre dès la rentrée 2020. Madame H. Oui, donc par rapport à cette question de la collaboration entre la recherche et le terrain, cela fait maintenant une dizaine d'années qu'autour de ces questions d'éducation, on souhaite faire collaborer la recherche, le terrain et la formation. Il y a eu la mise en place d'une expérimentation à travers des projets donc, que l'on appelle DAFIP-Sphère, qui ont centré en fait cette collaboration recherche-terrain sur l'éducation prioritaire dans l'Académie d'Aix-Marseille. Et cette année, et pour les 10 années à venir, on a le projet empirique qui amène sur l'Université d'Aix-Marseille un pôle pilote dans la formation des enseignants et dans la recherche en éducation. Et donc, c'est vraiment à travers ce projet empirique que l'on souhaite
augmenter ces expérimentations de collaboration entre la recherche et le terrain. Alors concrètement, empirique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut y mettre? Alors déjà, qui sont les personnes qui sont impliquées dans ce projet? Alors du côté universitaire, il y a en fait tous les chercheurs qui se questionnent autour des notions d'éducation. Donc interlaboratoire. On a par exemple, donc bien sûr, on retrouve les sciences de l'éducation dont je suis originaire, mais également la sociologie, la psychologie. On a également les neurosciences, les sciences politiques, économiques, la géographie également, surtout dans les notions d'éducation prioritaire, où on va travailler les flux migratoires et la façon dont les élèves passent d'un territoire à l'autre. Toutes ces spécialités, en fait, viennent interroger les questions d'éducation et souhaitent, à travers le projet empirique, améliorer les apprentissages des élèves et focaliser particulièrement sur les apprentissages fondamentaux. Alors, je parle du côté universitaire, donc quelles sont les attentes des universitaires dans ce projet et pourquoi on recherche cette collaboration avec le terrain? Alors, il faut savoir que cette collaboration, elle a toujours existé. Toute une partie de la recherche en éducation se passe là-dessus, mais elle se structure de plus en plus, en tout cas sur l'Académie d'Aix-Marseille et particulièrement avec Empirique, on espère qu'elle prendra une plus grande ampleur. Donc, en fait, les universitaires, ce qu'ils recherchent, c'est vraiment un contact avec les professionnels, avec les enseignants, avec les équipes de terrain, pour pouvoir mettre en place, par exemple, des expérimentations, des lieux d'accueil pour pouvoir observer la réalité de ce qui se passe sur le terrain, mais également des lieux d'échange et de discussion pour pouvoir aborder toutes ces questions qui sont au cœur de notre système éducatif. Donc, dans ce projet empirique, ce sont les questions sur le premier degré, le second degré, mais également sur la formation initiale et la formation continue. Donc, pour la mise en place de notre groupe de travail, nous avons suivi un calendrier assez régulier tout au long de ces 4 derniers mois. Nous nous sommes appuyés sur l'installation du groupe de travail au sein du directoire, d'abord de façon à constituer ce groupe de travail et de pouvoir échanger de façon intercatégorielle. Nous avons eu un premier temps d'échange avec la direction de Sphère ainsi que la direction de l'INSPE pour pouvoir définir les éléments qui sont devenus nos priorités pour cette première année d'entrée dans le projet. Et courant jeudi 11 mars, nous avons pu tenir une première réunion du groupe de travail empirique où il y a eu des échanges riches et nombreux. Il y avait 16 participants de différents laboratoires, la direction d'INSPE, la direction de Sphère, des enseignants, des coordos de réseau, des personnels de corps d'inspection du premier et du second degré, ainsi que des chefs d'établissement. L'idée était vraiment d'avoir un temps d'échange pour que l'on atteigne la création de ce lien qui nous permettra de le rendre plus épais au fil du temps. Nous avons donc retenu comme objectif premier de créer ce flux de communication, de le clarifier en identifiant bien les référents recherche et les référents terrain, mais également l'émergence de thèmes proposés par les enseignants et les équipes des conseillers pédagogiques également, autour donc de la place de l'oral, l'influence du dédoublement en REP, REP+, dans les classes de primaire, l'efficience que l'on peut trouver dans le travail en groupe à effectif réduit, mais également la notion de co-intervention entre les enseignants. Voilà les thèmes que les participants ont souhaité travailler à court terme. L'idée d'une invitation des membres de différents laboratoires à un prochain conseil pédagogique dont le thème retenu est la place de l'oral dans l'enseignement au travers des différents degrés est une piste très intéressante que nous allons proposer au prochain directoire et que nous tenterons de rendre efficiente. Je tenais également à vous préciser que dans le court laps de temps que nous avions pour installer nos commissions et pour les rendre efficaces et effectives, nous avons pu proposer 3 terrains de recherche à des laboratoires donc partenaires du projet empirique qui ont déjà commencé à travailler et à se projeter, mais également des temps d'écoute et d'échange entre les formateurs de l'INSPE, mais également des chercheurs qui viendront au sein des établissements pour échanger et pour s'imprégner du climat et de ce qui se passe dans le quotidien des établissements de façon à ne pas avoir 2 sphères totalement déconnectées. Notre rôle est
d'installer et de pérenniser ce lien, de clarifier cette communication et de faire en sorte que la recherche puisse produire des résultats, puisse les percoler au sein de la formation continue et initiale des enseignants et permettre effectivement de développer une réelle professionnalité des enseignants, parce que c'est une attente du terrain. Donc, nous allons nous employer à la rendre effective. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Tout de suite, une question qui nous arrive. Comment avez-vous construit le partenariat université-recherche, université-terrain? Voilà. Alors, merci pour votre question. En fait, ce partenariat, il s'est construit tout simplement en expérimentant, c'est-à-dire en réalisant de vrais projets communs. Peut-être ce qu'on ressort de ces 4 années, on va dire, de retour d'expérience, c'est qu'un partenariat, en fait, ça se construit. Ça se construit en rencontrant les personnes, en faisant travailler des chercheurs, des enseignants, des formateurs, des CPE, des chefs d'établissement ensemble. Et en fait, il y a un long travail à faire en amont pour penser les problématiques sur lesquelles on peut travailler ensemble. Je me suis rendu compte à travers les différents projets que j'ai menés avec les professionnels qu'on a chacun en fait notre façon de parler, et peut-être la première des choses à faire pour réussir à construire, c'est de remettre un peu chacun nos allants de soi en question et de trouver une langue commune pour pouvoir discuter. Et le deuxième point aussi qui est assez important, en fait, c'est ce rapport au temps. La recherche est connue pour travailler sur des temps qui sont assez longs, et les professionnels, les enseignants ont une volonté d'avoir des réponses très rapides, quasiment instantanées aux problèmes qu'ils rencontrent dans les classes, ce que je comprends tout à fait. Finalement, en fait, ces projets de collaboration, eh bien, ça permet de remettre un peu en question ce temps long et essayer que la recherche ait un temps un peu plus court au niveau de leurs actions, mais également aux professionnels de prendre le temps de se poser des questions et de construire la réponse. Donc, je dirais, voilà, ces 2 points-là. Merci beaucoup. Dernière question pour nos témoins. Donc, comment allez-vous mobiliser les acteurs pour faire remonter les attentes et les besoins du terrain vers les universités? Merci pour votre question. Effectivement, c'est le cœur de la réflexion, c'est l'essence même du groupe empirique, puisque nous allons devoir créer un lien de communication et rendre effective ces temps d'échange, développer une communauté de pratique pour que on ait un dialogue de confiance qui s'installe, en ayant plus peur d'aller vers la recherche parce qu'on va rencontrer de trop grosses difficultés dans la mise en œuvre. L'idée, c'est de s'attacher à rendre réalistes et réalisables des postures simples et pragmatiques qui viennent accompagner le quotidien des classes pour que la recherche s'en empare et que la recherche nous apporte quelques petites réponses au quotidien pour faire progresser chaque jour la pratique des enseignants. Parce que on reste quand même convaincu, et je reste convaincu, que l'établissement scolaire reste le premier lieu de formation des enseignants. Et on doit s'en emparer parce qu'avec une vraie pratique réflexive sur ce que l'on fait au quotidien, chaque jour, on construit davantage notre professionnalité. Et je pense que c'est ce qui est fait au quotidien dans nos établissements et nous avons besoin de le valoriser également parce que de toute façon, on travaille dans l'intérêt des élèves et il est important que cela soit vu. Dans un deuxième temps, on doit encore réfléchir à notre façon de nous emparer de la situation géographique du réseau Étoile, puisque nous sommes vraiment au cœur d'un pôle universitaire et technologique avec une proximité avec le campus de Saint-Jérôme et du technopôle de Château-Gombert. Je ne sais pas vraiment comment on va faire, mais par contre, pour moi, c'est un travail à mener parce que c'est un point dont on doit se saisir. C'est une de nos particularités par rapport aux autres réseaux. À nous de travailler. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc, sans transition, on donne la parole à Madame Aubert et à la personne qui travaille avec elle, que je vais laisser se présenter autour de l'apport et de la dynamique des réseaux de l'éducation prioritaire dans les réseaux académiques. Bonjour à tous. Donc, Odile Aubert, correspondante académique pour l'éducation prioritaire, et Guilhem Delofeu, chargée de mission académique pour l'éducation prioritaire. On va vous parler prioritairement des réseaux Madrague et Vieux-Port, qui sont des réseaux académiques marseillais, qui concentrent, ceux qui concentrent le plus l'éducation prioritaire. Le réseau Madrague est entièrement en éducation prioritaire. Le réseau Vieux-Port est plus hétérogène, mais comporte énormément d'établissements en éducation prioritaire. Donc, on a à la fois les problématiques et la culture de l'éducation prioritaire au sein de ces 2 réseaux. Alors,
cette culture-là, elle a déjà été visible et très apparente et très vive, on va dire, dans la constitution des projets de réseau académique, puisqu'on peut voir que le projet de réseau Madrag a comme axe premier, fil rouge et axe prioritaire, ce qui constitue l'axe 1 du référentiel de l'éducation prioritaire, à savoir la maîtrise de la langue. Et le réseau Vieux-Port, lui, s'est concentré sur 2 axes aussi du référentiel de l'éducation prioritaire, parce que justement, c'était déjà actif dans les pratiques. C'est l'accompagnement des enseignants et aussi la mise en œuvre d'un travail collectif. Donc, on est au cœur de ces 2 réseaux qui sont très actifs, qui travaillent largement de façon intercatégorielle, culturellement, depuis longtemps. Et on arrive à une rentrée qui est quand même très particulière, très difficile, et après le confinement, avec la nécessité d'avoir une vigilance vraiment très forte sur l'accueil, là je parle en collège, des élèves de 6e, et en particulier sur les difficultés de lecture que peuvent rencontrer les élèves de 6e. Et il se trouve que cette année, nous avions les tests de fluence qui mettaient vraiment un énorme coup de projecteur sur les difficultés de décodage des élèves. Jusqu'à présent, les tests nationaux mettent l'accent sur les difficultés de compréhension, mais là, en faisant passer ces tests, les établissements et les enseignants, les équipes se sont rendus compte des difficultés de lecture des élèves. Or, et de difficultés assez importantes. D'où la nécessité, on va dire, d'organiser une réponse collective très forte, de façon massive et massée, dès le début de l'année, pour ne pas laisser passer justement ces difficultés et pour ne pas finalement empêcher d'apprendre tous les élèves en difficulté de lecture que l'on accueillait. Donc, il y avait vraiment un besoin d'une réflexion partagée entre les différents établissements, parce que d'un autre côté, le test de fluence, c'est un héritage du 1er degré, et au sein des établissements du 2e degré, bon, on est quand même assez démunis pour savoir qu'est-ce que c'est que la fluence, comment on la travaille. Et au lieu de travailler finalement chacun dans son établissement, l'idée a été de travailler à l'échelle du réseau académique pour vraiment optimiser tout le travail de réflexion dans chaque établissement. Donc c'est effectivement ce qu'on a fait, si on peut vraiment voir de cette façon-là avec Guilhem Delofeu qui est chargé de mission académique, la façon dont on a procédé. Donc, effectivement, il s'agissait en fait à l'échelle des réseaux académiques déjà de régler le problème d'un diagnostic partagé, c'est-à-dire être capable d'identifier finalement des besoins communs dans des réseaux dont certains pourraient penser qu'ils sont tellement hétérogènes qu'il n'est pas possible de trouver des objectifs communs. Et pour ça, il faut savoir s'appuyer sur des éléments qui objectivent les analyses. Donc, l'entrée qui a été choisie, c'est pas la seule, il y en a certainement d'autres, mais ça a été de s'appuyer évidemment sur l'évaluation nationale en 6e et notamment les tests de fluence. Après, on sait qu'on peut toujours faire dire ce que l'on veut aux statistiques, mais c'est toujours quelque chose qui permet de donner une première cartographie. Et ensuite, justement, l'idée forte, c'était de s'appuyer sur la richesse du réseau et l'existence de cette synergie intercatégorielle et interdegré pour faire une analyse plus pointue, plus poussée de ces résultats, qui puisse se traduire ensuite par une vraie identification des besoins des élèves. L'enjeu, c'était là, c'était quels pourraient être les besoins des élèves d'un réseau. Et ensuite, bien entendu, le deuxième élément sur lequel on a essayé de surfer au niveau de la richesse intercatégorielle et interdegré du réseau, c'était l'analyse ensuite des solutions que l'on peut apporter pour arriver à, évidemment, répondre à ces besoins. Pour ça, il était évident que à l'échelle du réseau, il y allait avoir un vivier fort important, probablement, d'initiatives, de réussite,
puisque l'idée, c'était quand même de s'appuyer au départ sur les réussites des réseaux, sur l'existant, sur ce qui marche déjà, et de le faire connaître. C'est une méthodologie qui ne vise pas, évidemment, à stigmatiser des échecs, c'est plutôt mettre en avant des réussites et, par la richesse de la structure réseau, de pouvoir les mutualiser. Et puis ensuite, une fois que on a réussi à initier, à impulser une certaine dynamique pédagogique, il faut évidemment penser, anticiper comment à l'échelle d'un réseau, parce que c'est plus complexe qu'à l'échelle simplement d'un établissement, on peut arriver à décliner en accompagnement au plus près du terrain la dynamique qui a été impulsée. Donc ça, c'était les idées forces, on va dire, de la méthode qui a été mise en œuvre dans le groupe de travail maîtrise de la langue qui a initié la mise en œuvre d'un conseil école, collège, lycée. Tout à fait. Donc là, voilà, le petit schéma que vous êtes en train de regarder à l'écran montre finalement la façon dont la réflexion s'articule. Hein. Vous voyez qu'au niveau du réseau académique, on a mis en place un groupe de travail. Dans le réseau, je parle du réseau Madrag là plus particulièrement, un groupe de travail maîtrise de la langue qui se réunit fréquemment et qui s'interroge justement sur les difficultés, la spécificité des difficultés en maîtrise de la langue, écriture, orale, lecture, bien sûr. Et c'est à partir de ce groupe de travail maîtrise de la langue qui est complètement intercatégoriel et qui comprend aussi des professeurs qu'on a pu penser, organiser ce conseil école, collège, lycée, qui s'inscrivait dans le cadre plus large et générique du conseil pédagogique, de façon, bien évidemment, à ce que cette instance accueille les différents professeurs pour qu'ils puissent ensemble partager les problématiques et proposer des pistes de solutions. Et ensuite, ces problématiques, cette information, ces pistes de solutions, elles vont être déclinées plus localement au niveau de l'école et de l'établissement, avec étayé aussi par un accompagnement individualisé des équipes. Et là, on s'appuie sur le réseau des formateurs éducation prioritaire et aussi sur les coordonnateurs éducation prioritaire. Et cet accompagnement individualisé, il va se faire au niveau de l'établissement, mais surtout au niveau de la classe, puisqu'il va se mettre en œuvre dans le cadre d'observation de pratique. Donc, on a, si l'on peut dire, si vous voulez me pardonner l'expression, le nez sur l'élève et sur les apprentissages de l'élève. Et c'est ça, de cette façon-là, qu'on peut arriver finalement du plus large au plus précis, du plus éloigné finalement du terrain ou du plus collectif au plus localisé, à faire réussir cet élève-là. Hein. Et donc ça, c'était l'esprit qu'on a essayé de schématiser de cette façon-là. Alors, le conseil école, collège, lycée en lui-même, comment s'est-il déroulé Guilhem, si tu peux Ouais, tout à fait. Voilà. Alors, d'abord, première précision, c'est ce conseil école, collège, lycée, donc la dimension intercatégorielle et interdegré, elle était complètement incarnée ici, puisque le public accueilli était très large, des enseignants évidemment du premier et du second degré, des directeurs d'école, des chefs d'établissement, des coordonnateurs d'éducation prioritaire, des formateurs, des conseillers pédagogiques. Donc on a réussi à réunir quand même autour d'une problématique commune un public vraiment très large. Et c'est ce qui, de mon point de vue en tout cas, enrichit évidemment les débats et les contenus de ce conseil école, collège, lycée. Ensuite, comme on l'a dit, il fallait au départ présenter des éléments diagnostiques sur les besoins des élèves. Ensuite, il y a un travail assez important qui a été mis en place par le réseau des formateurs, donc éducation prioritaire en lien avec la référente maîtrise de la langue des Bouches-du-Rhône, pour produire des ressources. Évidemment, on met en place, on établit un diagnostic. Après, il faut quand même proposer déjà des éléments de travail, des pistes de travail. Donc, un temps de formation très concret, très proche du terrain a été proposé donc par les formatrices d'éducation prioritaire. Elles ont décliné des exemples d'organisation potentielle du travail de l'affluence dans les établissements en fonction des diagnostics qui sont faits sur les évaluations, des typologies de séances de travail de l'affluence. Et puis ensuite, il fallait passer du théorique, on va dire, au pratico-pratique. Et donc, là, l'échelle du réseau académique a été très intéressante pour arriver à mutualiser et à référencer très rapidement, en très peu de temps, même pas un mois, on a réussi à référencer
8 présentations, donc 8 exemples de pratiques efficaces, pertinentes, positives pour faire progresser les élèves en lecture et en fluence. Et ça, c'est, à mon avis, une vraie plus-value du réseau académique avec toutes les instances qu'il comprend. Et puis ensuite, il a fallu, une fois que l'on avait fait ces présentations et ces échanges de pratiques, envisager la poursuite, se projeter sur, après ce conseil école, collège, lycée, qu'est-ce que l'on fait, comment on accompagne les équipes, quels sont les besoins. Et donc, effectivement, ce qu'on a pu voir, c'est que après ce conseil école-collège, bien évidemment, les chefs d'établissement, les équipes étaient intéressés. Donc, on a eu des demandes qui ont émergé d'un accompagnement plus poussé sur le terrain, d'abord. Hein. Et ce qui est aussi intéressant dans cette démarche d'échange de pratiques et de réflexion partagée entre enseignants, mais aussi entre cadres, enfin entre cadres supérieurs, si l'on peut dire, ou puisque de toute façon, les enseignants, eux aussi, sont des cadres actifs de la réflexion, c'est justement de demander à aller rencontrer les autres équipes dans d'autres réseaux d'éducation prioritaire pour observer la façon dont ils fonctionnent, pour poser des questions de façon plus précise. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on a pu le voir de façon très fréquente, hein, en particulier dans le réseau Madrag. On a vu aussi des conseils école-collège ensuite se décliner sur cette thématique-là dans un grand nombre d'établissements. Et puis en fait, bien évidemment, les suites à donner, c'est que cette instance va être de nouveau mobilisée pour travailler sur des problématiques très vives aussi de l'éducation prioritaire, à savoir les résultats en mathématiques, hein, et la résolution de problèmes en mathématiques, ou alors l'oral comme objet d'enseignement. On a par exemple dans le réseau Étoile un conseil pédagogique, conseil école, collège, lycée aussi sur l'oral qui va peut-être avoir lieu, on va voir. En raison des conditions sanitaires. Voilà, c'était, je crois qu'on a fini, hein, et puis on va attendre les questions. Oui, merci beaucoup. Alors, une seule question parce qu'on est un peu pris par le temps, mais donc cette question conseil école, collège, lycée, on me pose la question, a-t-on le droit de mettre en œuvre des conseils école, collège, lycée de réseau alors qu'il existe des conseils école, collège de façon officielle et que rien n'a installé le conseil école, collège, lycée? Le conseil, ce qui est installé déjà, et c'est le conseil pédagogique, hein, et le conseil pédagogique, il a vocation, bien évidemment, à accueillir les enseignants comme cadres participant à la réflexion pédagogique autour de l'élève. Et le conseil pédagogique, c'est un cadre générique large, et le conseil école, collège, de lycée s'interroge sur une problématique partagée par tous les niveaux, et qui concerne bien évidemment tous les enseignants de ces niveaux au sujet du parcours de l'élève et des problématiques de fluence. Là, on voit bien, par exemple, j'insiste sur le fait que, on l'a peut-être pas dit précédemment, mais dans le cadre du conseil pédagogique du réseau conseil, école, collège, lycée du réseau Madrag, il y avait les lycées, et en particulier les lycées professionnels, qui s'interrogeaient aussi et qui étaient en demande d'informations et d'échanges sur les difficultés de lecture que peuvent rencontrer leurs élèves. Et donc, bien sûr, là, il n'y a aucune interdiction, au contraire, c'est un outil vraiment à mobiliser au service de la réussite des élèves. Ça n'exclut pas ensuite le fait de faire un conseil école-collège beaucoup plus localisé, même sur le même thème. C'est d'ailleurs ce qui a pu se passer dans le réseau. Merci. Alors, juste une toute dernière question sur les ressources. Vous avez parlé d'un nombre de ressources importantes. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut les trouver, ces ressources? Il y a beaucoup d'endroits où on peut les trouver. Alors déjà, sur les sites des réseaux académiques, hein, en particulier sur le site du réseau Marseille-Vieux-Port, et puis bien sûr sur le site éducation académique, éducation prioritaire, et sur le site académique maîtrise de la langue, vous trouverez l'intégralité de ces conseils école, collège, lycée qui ont été enregistrés, et puis bien évidemment les diaporamas, enfin tout ce que vous voulez savoir sur l'affluence pour faire travailler les équipes, et pour vous, professeurs, travailler
dans vos classes, avec vos élèves et en équipe. Bon, ben, nous arrivons à la fin de notre forum. Donc, je remercie les 6 participants. Je vous souhaite une excellente journée académique de la pédagogie et je vous rappelle qu'à 10h45, un autre forum sur l'impact sur les résultats des évaluations CP-CE1 et sur le travail des équipes. Voilà, merci à tous et bonne journée. Au revoir.